Chers frères et sœurs, chers amis de la loge, bonsoir et Rosh Chodesh Tov. Merci pour votre bien aimable présence. En l'absence de Pierre Dreyfus, président de notre loge, et de Jacqueline Robibaud, mentor, qui m'ont chargé de bien vouloir les excuser, au nom de notre loge, j'aurai donc le privilège d'accueillir le docteur Isaac Attia, qui, tout comme son épouse Nancy, sont frères et sœurs du Mnébrite. Le docteur Isaac Attia est historien et sémiologue, alors comme je ne sais pas ce que c'est, j'ai cherché, qui étudie les signes. Tu l'expliqueras après. Oui. Titulaire du CAPES en lettres modernes, après une maîtrise de sémiologie à l'université de la Sorbonne et un doctorat d'histoire à l'université de Nice, il a enseigné ces deux matières pendant 14 ans. En 1996, il a fait son alia et a enseigné pendant 10 ans à l'École internationale pour l'enseignement de la Shoah, avant de rejoindre les départements Recherche et Relations à l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. Par ailleurs, il a créé les éditions Ivriout, qui éditent des ouvrages sur l'identité hébraïque du peuple d'Israël. En 2025, après avoir pris sa retraite à Yad Vashem, il collabore à la chaîne YouTube Mosaïque en éditant des livrets, point de vue mosaïque, sur les concepts du langage et notamment sur le concept de palestinisme. Co-auteur et co-éditeur des livres noirs du palestinisme, avec le journaliste André Darmon, le docteur Attia va nous entretenir de cet ouvrage qui sera en vente ce soir et que pourrait faire dédicacer. À la fin de son intervention, vous pourrez lui poser des questions auxquelles il se fera un plaisir de répondre. Je vais maintenant laisser la parole au docteur Attia en vous souhaitant à tous une bien excellente soirée. Merci. Je ne suis pas trop trompé, quand même. Parfait. Parfait, merci beaucoup, merci de votre accueil. Alors, je suis content de vous présenter donc ce livre qui est sorti au mois de novembre, si je me souviens bien, et qui est un livre qu'on a coordonné avec André Darmon, mais qui est écrit par 15 personnes, 15 auteurs. On a rassemblé 15 auteurs parce qu'il nous a semblé qu'il était grand temps de faire un point sur ce qu'on appelle le palestinisme, dont je vais parler ce soir, et de demander à des gens qui depuis très longtemps s'occupent de cela. Les gens qui depuis très longtemps savent très bien qu'il ne s'agit pas d'une cause nationale d'émancipation d'un peuple, mais qu'il s'agit d'une idéologie, et ça fait toute la différence. Parmi les gens qui le savent, on était très content d'avoir la collaboration notamment d'une historienne qui s'appelle Battier-Or, qui il y a 50 ans déjà avait écrit Eurabia, d'une certaine manière comment l'Europe s'était vendue à la cause islamique et dont on voit les conséquences aujourd'hui. Mais elle avait surtout parler de la notion de dhimmi, de la dhimmitude, et aussi de la notion de palestinisme. Donc c'est elle la mère de cette notion de palestinisme. Édouard Saïd, à la même époque, avait voulu faire croire au monde, enfin disons, c'était la version, qu'il existe une culture palestinienne, un peuple palestinien, une histoire palestinienne, etc., etc. Et donc il avait lancé l'idée du palestinisme, et elle l'a retourné en montrant que c'était une idéologie, mais pas du tout ce qu'il laissait entendre. Celui qui a eu le plus de succès, c'est Édouard Saïd, puisqu'aujourd'hui, la planète entière imagine qu'il s'agit vraiment d'une cause légitime et de la plus grande moralité qui puisse exister. Alors on a des auteurs comme ça, on a demandé aussi à Shmuel Trigano, qui a beaucoup écrit sur le judaïsme, l'antisémitisme et tous les avatars de l'antisémitisme, donc de nous faire également une préambule. On a demandé à Ephraim Herrera sur l'aspect de l'islam, vraiment, de ça, qui a, pour notre livre, a fait, pour la première fois, a traduit en français quelque chose qui existait en arabe et en anglais, qui est une grande partie de l'ouvrage de Saïd Qutb, qui est un intellectuel des frères musulmans, qui est un des fondements des frères musulmans, c'est
c'est cet intellectuel-là, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Notre guerre contre les Juifs ». C'est le pendant islamique du protocole des sages de Sion. Je entrerai après dans le détail pour expliquer de quoi il s'agit. Et donc, on a fait appel également, je ne cite pas tout le monde, mais ceux qui sont vraiment particuliers. Yana Grinchpoon, c'est une linguiste israélo-russe qui enseigne en France, à la Sorbonne Nouvelle, et qui est spécialisée dans la propagande, dans l'analyse des discours, et surtout la propagande russe du KGB, puisque c'est sa langue maternelle. Et quand on parle du palestinisme, on a tout un pan du palestinisme qui est construit depuis 1950 jusqu'à 1980 par le KGB, et à un point dont on ne peut même pas imaginer. La nazification d'Israël, par exemple, c'est le KGB. Sionisme égale racisme en 1975 à l'ONU, c'est le KGB. C'est la propagande soviétique. Maintenant, je vous dis juste une petite parenthèse. La nazification, quand on dit vous êtes des nazis, depuis les années 30, les soviétiques ont investi l'antinazisme pour montrer qu'il n'y a qu'eux qui sont antinazis. Et quand ils disent nazis, ça ne veut pas du tout dire ce que nous on croit que ça veut dire. C'est-à-dire que nous, quand on voit nazi, on voit racisme, racialisme, on voit théorie de la race, eugénisme. On voit une idéologie de la race supérieure, de l'élimination des juifs, etc. Quand les gauchistes, au sens large, les marxistes, les soviétiques, parlent de nazification, ils parlent de capitalisme et de colonialisme. C'est ça les nazis. Les nazis, c'est les capitalistes. Alors, première réaction. Ah, c'est tout. Ah ben, c'est pas si énorme par rapport à ce que nous on croyait des nazis. Ben non, détrompez-vous. Parce que pour eux, le capitalisme et le colonialisme est encore pire que le racialisme des nazis. C'est-à-dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde dans ce concept, on est devant deux concepts différents. Et nous, quand on entend ce qu'ils pensent, on imagine que eh ben ça va, si on est juste des capitalistes, c'est pas très grave. Si nous accuse à tort d'être colonialistes, c'est pas si grave. Maintenant, pour eux, c'est le diable. Alors, je reviendrai après dans toutes ces choses-là, parce que c'est un peu déboussolant, hein, mais il faut comprendre... bon, on reviendra en détail là-dessus. Donc, on a fait appel donc, à tous ces spécialistes, toutes ces personnes-là, des journalistes aussi, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la société arabe de Judée-Samarie et de Gaza, qu'est-ce qui se passe dans cette société arabe, comment elle est imprégnée par toute cette idéologie, par tout ce terrorisme génocidaire dont on a vu les conséquences le 7 octobre. Mais en fait, depuis la création de l'État, pratiquement, il y a des attentats qui font qu'il y a une sorte de génocide par étape qu'on subit, sans s'en rendre compte, mais qui d'attentat en attentat, forment une sorte de chaîne ininterrompue. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 est inimaginable. Il y a eu pratiquement autant de morts que depuis la création de l'État, en quelques heures, en un seul jour. 1200, 300, c'est énorme. Et puis je comprends les blessés, etc. Donc il y a quelque chose ici qui fait que ce qui s'est passé le 7 octobre va un peu nous brouiller dans ce qu'on est en train de vivre. Il faut qu'on fasse un petit peu le tri. De la même manière que la Shoah nous brouille jusqu'à aujourd'hui. La Shoah est un événement absolument traumatique, mais qui n'est pas un événement dans la continuité historique. Et aujourd'hui, on vit tout dans l'ombre de la Shoah. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa place, hein. Ça ne veut pas dire que c'est exagéré qu'elle ait cette place. Mais elle a une place qui nous déforme une sorte de réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes en train de vivre une réalité historique qui a commencé en 1917. Même si nous n'étions pas tous nés en 1917. Le grand tournant de l'histoire que l'on vit aujourd'hui a commencé en 1917. Et à l'intérieur de ce énorme tournant historique de 1917, il y a un événement qui s'inscrit dans ce grand tournant historique,
mais qui a fait tellement de morts, 6 millions, qui a fait tellement de morts, qu'on a l'impression que c'est ça l'événement, que c'est la Shoah l'événement des 100 dernières années. Alors que, au niveau du nombre de morts, il est sans commune mesure avec le reste, mais au niveau du déroulement historique, souterrain et visible qu'on est en train de vivre, ce n'est pas ça le point essentiel. Quand je dis essentiel, attention, hein, je ne minimise pas, le nombre de morts, il est là. Mais c'est, si vous voulez, c'est une sorte de pic à l'intérieur de ce courant historique, et il faut comprendre le courant historique, parce que si on ne le comprend pas, d'une certaine manière, on va être amené à se dire, par rapport à la Shoah, tout le reste, c'est rien. Et puis, on va se dire aussi, mais l'histoire n'existe pas, il n'y a pas de logique, tout ça, c'est de l'absurdité, on vit dans l'absurde. Et ça, c'est ce que voudrait Amalek, voilà. Amalek au sens large, ça veut dire tout le monde. Les gens voudraient bien que les Juifs ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et donc, c'est important pour nous de comprendre ce qui nous arrive, et de comprendre ce qui nous arrive depuis 1917, depuis 100 ans, et de comprendre la place qu'a le Palestinien à l'intérieur. C'est pour ça que je dis que, et attention, hein, je ne commence pas à faire des comparaisons, ceci, cela, mais ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, c'est une sorte d'explosion inimaginable. D'abord parce que à chaque fois qu'il y avait un attentat, il y avait la police, il y avait l'armée, il y avait le Moyen David Adom, il y avait des informations, il y avait des réactions immédiates, toujours. 8 heures, 9 heures, sans qu'il y ait d'hélicoptères qui viennent, d'armée, etc. C'est quelque chose d'inimaginable, d'inouï. On ne peut même pas imaginer une chose pareille. Donc l'événement est en soi un événement hors norme. Le nombre de victimes est un nombre de victimes hors norme, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'événement. C'est-à-dire qu'il s'inscrit à l'intérieur de quelque chose, et c'est à nous de comprendre à l'intérieur de quoi il s'inscrit, qu'on va essayer de Alors, ce que je veux dire déjà, et ce qu'il faut bien retenir, c'est que si on appelait ça le palestinisme, c'est parce que c'est une idéologie, et ce n'est pas un mouvement national de libération. Nous le savons, Golda Meir nous l'a dit, le peuple palestinien n'existe pas. Point. À l'époque, on pouvait se permettre d'être très direct. Quand Mitterrand est venu en 1981 à la Knesset et dit qu'il faudra faire un État palestinien, le Premier ministre de l'époque, s'appelait Menachem Begin, a dit « Un État palestinien, c'est la mort de l'État juif. » Point. C'est tout. Il y avait des époques où les choses se disaient et pouvaient s'entendre. Aujourd'hui, qui peut dire les choses aussi clairement, sans prendre de gants, etc. Donc, on se place ici à une époque où, malheureusement, il faut réexpliquer, il faut dire les choses, parce que plus rien n'est évident. Et aujourd'hui, dire que ce n'est pas un mouvement national, que ce n'est pas un peuple, ça devient un crime de lèse-majesté. Et pourtant, les faits sont là. Tout a été fait depuis 100 ans pour faire un État de population arabe entre le fleuve et la mer. Ou sur tout, ou sur la moitié, ou sur une partie, ou sur un bout, ou sur n'importe quoi. Tout est prévu pour ça. Le mandat britannique de 1917 à 1948 était pour ça. Ça n'a pas été fait. Oui. Quand vous parlez de 1917, oui. Vous parlez de la déclaration de Balfour, Ah. ou bien de, comment il s'appelle, de Lénine qui a fait le bolchevikisme. Je sais pas. Le bolchevisme. Le bolchevisme. Oui. Écoutez, 1917, c'est comme 1492. C'est des années phénoménales. 1917, c'est phénoménal. D'abord, premièrement phénoménal pour le monde. Le marxisme. Les Russes tuent leurs officiers au front en 1917. Jamais on n'a vu ça. Ils tuent leurs officiers, ils vont faire la révolution à Moscou. Jamais on a vu une chose pareille. Et le marxisme, jusqu'à aujourd'hui, on y est. Hein. Attention. La guerre froide, bon, donc 1917, c'est ça. 1917, c'est l'écroulement des empires centraux. L'écroulement des empires centraux, c'est
C'est le monde moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, après la guerre de 14-18. 1917, et là, vous allez être étonnés, c'est presque la fin définitive de l'islam et la renaissance de l'islam. C'est-à-dire comme un phénix. C'est pour ça que... Et c'est aussi la déclaration Balfour, et c'est aussi le mandat britannique, enfin ça va être un petit peu plus tard, mais les Britanniques qui sont ici, qui va devenir la Palestine mandataire. Donc c'est vraiment une année révolutionnaire. Pourquoi je dis que c'est la fin pratiquement de l'islam? C'est que en fait, la chute de l'Empire ottoman a maintenu l'islam sous une sorte de chape pendant près de 400 ans. Et c'était elle l'étendard de l'islam. Mais elle n'était plus un islam combattant. Pourquoi elle n'était plus un islam combattant? Pour des raisons, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais parce que l'Occident est devenu fort justement après 1492. Donc l'Occident qui se croit fort de toute éternité, c'est vrai que les Romains et les Grecs étaient forts, mais sinon il y a une période où quand c'était l'islam qui était à la tête, il n'était pas du tout fort l'Occident. Et les 300 ou 400 ans de l'Empire ottoman ont été une sorte de chape comme ça sur l'islam. Et quand l'Empire ottoman s'est écroulé, la révolution Atatürk qui a suivi a donné la fin de la déclaration du djihad, la fin du sultanat, et, si vous voulez, une sorte de révolution laïque qui a dit c'est fini, il n'y aura plus de djihad, ça y est, le Coran, on peut le rentrer dans les bibliothèques. Et cette déclaration de 1924, la fin du djihad, a donné naissance en 1928 aux frères musulmans en Égypte. Donc le renouveau islamique, c'est la conséquence de la fin de l'islam par les Turcs, qui étaient légitimes à déclarer la fin de le djihad islamique, puisque c'était eux l'étendard, avec l'Empire ottoman. Donc vous voyez là, on a vraiment une charnière tout à fait particulière de cette année 1917 et complètement folle. Toutes les périodes qui vont suivre, c'est également des périodes qui vont logiquement donner naissance à un État arabe à côté de l'État juif. Logiquement. Je ne mentionnerai que la dernière période, la période du processus d'Oslo. 1993 jusqu'à 2023 aurait dû donner naissance à un État palestinien. S'ils avaient fait un pré-État, s'ils avaient fait des vraies élections, s'ils avaient construit ça, ça aurait donné à ça. Je ne peux pas rentrer ce soir dans tous les détails pourquoi ça n'est pas devenu un État. Mais sachez que c'est très 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 profond. D'abord, il y a des pays arabes qui ne veulent pas que ce soit un État. Deuxièmement, il y a des raisons culturelles qui font que ça ne peut pas être un État. Pas seulement parce que ce n'est pas une nation autonome, mais parce qu'ils appartiennent à la Oumma, et que la Oumma ne veut pas, l'islam ne veut pas d'États nationaux, et que tous les États nationaux, la plupart des États nationaux, ont été imposés par les grandes puissances artificiellement. Et il y a un clan au pouvoir, et les autres y suivent. Donc il n'y a pas de... Ça n'existe même pas, on a cru les printemps arabes, vous savez, avec la Tunisie, on a cru que ça existait. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça n'a pas existé, cette histoire de mouvement national, sauf Atatürk, justement, cet exemple hors du commun, qui est un exemple laïque, où il y a un véritable nationalisme. C'est pour ça que les Turcs, aujourd'hui, sont à surveiller de près, parce qu'ils sont à la fois nationalistes et laïques, et à la fois avec un langage et une culture islamique. Et il marie les deux. Donc, c'est pas une histoire simplement d'idéologie, de dire ils peuvent pas devenir un peuple, ou une histoire de juger ou de quoi que ce soit. C'est simplement l'observation historique qui nous montre que ça n'a jamais été ça. Et c'est ce qu'on a voulu montrer. On a voulu montrer que ça n'est pas un mouvement national. Mais par contre, c'est une idéologie. Et pourquoi il est important de comprendre que c'est une idéologie? Alors là, en tant que bnébrite, il y a quelque chose qui... Moi, quand j'étais au bnébrite, il y avait ce qu'on appelle l'ADL, bien sûr, l'anti-diffamation libre. L'anti-diffamation libre. Pourquoi? Parce qu'on pensait que la diffamation, c'était très, très embêtant. Mais aujourd'hui, on pense que c'est tuer des juifs dans les hôtels qui sont embêtants.
Vous savez, il y a eu des choses qui n'existaient pas, moi, quand j'étais en France, la protection de la communauté, SPJC, je ne sais pas quoi, là, parce que, en fait, le vrai danger, c'est de tuer, c'est les Juifs qui sont tués. C'est-à-dire Sarah Halimi. Sarah Halimi qui est tuée avec des policiers en bas de chez elle. C'est ce niveau-là de choses. Mais au Mnévrit, on a toujours pensé, depuis longtemps, que le langage fabriquait des choses qui allaient amener à des conséquences, et que nous, on devait lutter contre le langage, on devait lutter contre l'idéologie, lutter contre la diffamation sur tous les plans. Et il est évident que cet aspect-là de la question, c'est-à-dire l'aspect idéologique et l'aspect propagandiste, c'est quelque chose qui a pris une dimension absolument énorme dans le palestinisme, et on doit le connaître. Et pourquoi on doit le connaître? Parce que on peut être contaminé. Si ce n'est pas nous qui sommes contaminés, nos enfants peuvent être contaminés, les jeunes peuvent être contaminés, et je dirais même, les jeunes le sont. Et c'est pour ça qu'on a un rôle, et c'est pour ça qu'on a voulu faire de ce livre une sorte de, pas de Bible, mais de bilan clair, pour que les gens ne puissent pas dire « j'ai pas les textes ». Vous voyez, par exemple, Yasser Arafat, il a signé les accords d'Oslo, mais on a tous ces discours après. Tous les discours de 2 mois après, 3 mois après, Johannesburg, etc. Tous ces discours qui contredisent la chose. Parce que lui ne se contredit pas. Puisque lui, c'est un plan par étapes, donc il ne se contredit pas, il est cohérent avec lui-même d'une certaine manière. Alors, parlons de cette idéologie. Cette idéologie, elle est aussi intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi l'Occident est en train de s'écrouler. Parce que l'Occident ne s'écroule pas. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous, on est en Israël. Donc c'est intéressant de savoir en Israël, pourquoi en Israël, on est miné de l'intérieur. Pourquoi nous, on n'est pas, droit dans nos bottes par rapport à notre identité. Pourquoi on a un travail éducatif à faire là-dessus. Mais de son côté, l'Occident, lui aussi, est miné de l'intérieur. Et d'une certaine manière, le palestinisme est une belle illustration de comment une civilisation peut être minée. Et c'est pour ça que c'est un très bon exemple pour nous, parce que si l'Occident peut être miné, nous, un petit pays de 7-8 millions de juifs, on a 3500 ans d'histoire quand même, on a 3500 ans de textes, de commentaires sur les textes, etc. Donc on a des armes, on a le culte de la transmission, des choses comme ça. Mais quand même, hein, c'est important de voir ce qui se passe au niveau de l'Occident. L'idéologie donc du palestinisme, elle repose sur 3 étages, 3 strates, qui sont la strate qu'on va appeler frériste, ou on peut l'appeler la peste noire, c'est-à-dire l'islamo-nazisme. Parce que l'idéologie frériste, ce n'est pas simplement un renouveau de l'islam, c'est une idéologie qu'on peut appeler islamo-nazie, et je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième phase, c'est la phase de la peste rouge, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme. Et là, attention, méfions-nous des mots, un gauchiste n'est pas un homme de gauche. Un homme de gauche, c'est un homme de bonne volonté, qui pense qu'il faut un État-providence pour aider les plus démunis, qui a des bonnes intentions, un bobo, quoi, en 2 mots. Comme disait, comment il s'appelle, le sociologue juif, là. C'est lui qui a inventé ce terme bobo. C'est-à-dire, un homme de gauche, c'est quelqu'un de bonne volonté, mais l'un des gauchistes, c'est une idéologie, les gauchistes. C'est-à-dire, c'est l'idéologie marxisme qui est devenue le gauchisme. Et l'islamo-gauchisme, c'est la deuxième strate du palestinisme, et la troisième strate du palestinisme, c'est le wokisme. L'islamo-wokisme, qui date des années 2000, qui commence avec les années 2000. Alors, rapidement, pourquoi? Alors, ces 3 idéologies qui viennent s'agréger ne s'éliminent pas l'une après l'autre. Elles viennent se rajouter. Une reste, l'autre se rajoute, et la troisième se rajoute. La première, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'idéologie frériste, qui est une réislamisation des communautés musulmanes dans le monde pour le djihad. C'est-à-dire, la particularité des frères musulmans, c'est qu'ils ont arrêté toutes les querelles entre les différents courants de l'islam,
il ne s'intéresse pas aux différents courants de l'islam, il ne s'intéresse qu'à une chose, le djihad. Et encore, ce djihad, sous couvert de sport, sous couvert de social, sous couvert de religion, sous couvert de culturel, sous couvert de tout ce que vous voulez de la vie quotidienne. Mais le djihad, il n'y a que ça qui compte, le djihad. Et ce djihad est fondé, et c'est pour ça que je l'appelle une idéologie, sur la théorie du complot, le complot des Juifs contre l'islam depuis Mahomet jusqu'au mouvement sioniste. Et c'est ça qu'ils ont théorisé. Et ils l'ont théorisé fortement. Hein. Ils racontent comment des Juifs se font passer pour des Arabes, des sages de l'islam, pour après abandonner le Coran, pour faire croire que c'est une mauvaise religion, etc. Et bon, enfin, il y a tout... De la même manière que le protocole des sages de Sion était très bien ficelé, là c'est pareil. D'ailleurs, Mein Kampf, le protocole des sages de Sion et notre combat contre les Juifs, donc de Saïd Qutb, c'est le triptyque que tous les Arabes connaissent. Les soldats israéliens qui étaient à Gaza ont trouvé, traduit en arabe, ces 3 livres, le Mein Kampf, notre combat contre les Juifs en arabe, qui était le texte original, et le protocole des sages de Sion. Quand il a été édité en Égypte, le livre des frères musulmans, la préface, c'était le protocole des sages de Sion. Et ce protocole des sages de Sion, il faut bien comprendre, c'est la théorie d'un complot juif. Le protocole des sages de Sion, c'est un complot juif par le bolchevisme et le capitalisme contre l'Occident, contre les empires centraux, contre le conservatisme occidental. C'était ça leur théorie. Et est venue s'adjoindre la théorie du complot juif contre l'islam. Ce qui fait que ce substrat idéologique-là, c'est lui qui a fait que quand Hitler est venu au pouvoir, le moufti de Jérusalem, il est allé avec Hitler. Pas parce qu'il croit dans la théorie raciste. Les Arabes ne croient pas dans la supériorité des races et la hiérarchie des races, etc. C'est pas ça qui les a fait collaborer avec les nazis. C'est d'abord l'aspect de l'intérêt stratégique, que les Juifs soient éliminés, surtout ici, en terre d'Israël, mais l'aspect de ce complot, où ils étaient d'accord sur ce complot mondial que représentent les Juifs. Il ne faut pas minimiser ça. La base fondamentale de l'antisémitisme, c'est ça et rien d'autre. C'est pas qu'on a tué le Christ, hein. Ça c'est l'antijudaïsme. C'est pas qu'économiquement on est bien placé. Ça c'est la jalousie économique. C'est pas ça l'antisémitisme. L'antisémitisme, elle est née après la guerre de la Prusse contre la France, quand on a perdu l'Alsace et la Lorraine, comme on dit. Et elle est venue avec les montées des nationalismes européens. Donc les Européens ont voulu se créer des nationalismes et des identités nationales. Donc les Juifs étaient l'exemple de l'antinational. Affaire Dreyfus, perte de l'Alsace de Lorraine, etc. C'est de là que vient l'antisémitisme. Et ensuite, ça a débordé sur les Juifs supranationaux, c'est-à-dire le complot bolchevique capitaliste. C'est-à-dire que dès le début, l'antisémitisme est lié à ça. L'antisémitisme, c'est lié à ce complot antinational, à ce complot contre-national. Et c'est pour ça que moi, je dis, c'est déjà presque du pré-antisionisme. C'est-à-dire, ils commencent à sentir que les Juifs, finalement, ils n'ont plus leur place nulle part. Ils vont peut-être se créer quelque chose. Enfin, il y a déjà si vous voulez, le conflit entre les Juifs en tant qu'État ou faux État. Dans Mein Kampf, Hitler, il dit les Juifs ne sont pas un peuple, c'est une race, donc ils ne vont pas faire un pays, puisqu'il y avait déjà le sionisme, hein, ils vont faire un centre de banditisme pour gruger le monde entier. Bon, bref. Donc, vous voyez, on a ici cette première étage de l'idéologie palestiniste. Elle va s'ajouter, on va lui ajouter une deuxième étage dans les années 50, c'est l'étage de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme, mais qui est l'étage anti-capitaliste et anti-colonialiste. Cet étage-là, il ne faut pas la négliger, c'est toute la guerre froide qui est fondée là-dessus, toute la guerre froide, toute la jeunesse européenne et américaine de gauche est fondée là-dessus.
toute la propagande anti-nazie, etc., anticapitaliste, anticolonialiste, est fondée là-dessus. C'est une idéologie qui est applicable, elle est concrète, puisqu'il va y avoir la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, l'Indochine, etc. Donc les jeunes, ils savent ce que c'est, et ils vont prendre part. Il va y avoir toute la décolonisation qui va se passer. Et d'une certaine manière, en Israël, malheureusement, alors que la première strate ne va pas toucher les Juifs d'Israël, la deuxième strate va toucher les Juifs d'Israël, puisque cette idéologie anticolonialiste et anticapitaliste va avoir un écho dans une très grande partie de la jeunesse israélienne, mais pas, quand je dis la jeunesse israélienne, je vais être précis, la génération montante, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas créé le pays, mais dont les parents ont créé le pays, qui sont historiens, sociologues, etc., et qui vont réécrire le récit sioniste sans trafiquer les faits. Je ne dis pas en trafiquant les faits, mais avec un esprit tout à fait différent. C'est un esprit, par exemple, de dire, finalement, la guerre de 48, on ne veut plus l'appeler la guerre d'indépendance. Bon, c'est une histoire de mots. Ah non, non, c'est pas que des mots. Il l'appelle la guerre de 48. C'est plus la guerre d'indépendance. Sous-entendu, c'est pas le peuple juif qui achète son indépendance par cette guerre. Et donc, ça permet d'ouvrir d'autres choses. Cette guerre de 48, c'est pas les pays arabes qui l'ont déclenchée automatiquement. Il y a eu des juifs, et il y a eu des provocations, etc. Donc il y a toute une réécriture, et notamment, autre chose, il suffit de faire l'impasse sur l'aspect religieux, le retour à Sion, l'an prochain à Jérusalem, les amants de Sion, et qu'est-ce que c'est le sionisme? Ce sont des prolétaires chassés par la misère et l'antisémitisme, qui sont des prolétaires comme les pauvres prolétaires arabes, et c'est une histoire de prolétaires ici. Donc, vous voyez, avec les mêmes faits, avec les mêmes précisions de faits, on peut réécrire, voir le récit complètement différemment. Ce récit-là, anticolonialiste, va malheureusement être un récit qui va prendre une ampleur énorme, et à partir des années 70, à partir de la fin de la guerre des 6 jours, 67, puisque justement on a conquis la Judée-Samarie, et que, sur le plan de l'histoire générale du monde, il n'y a plus de peuples colonisés pratiquement. C'est-à-dire que ceux dont parlent les gauchistes à partir des années 70, et les hippies, c'est la colonisation culturelle du hamburger et du Coca-Cola. Mais c'est plus la colonisation de l'Inde ou la colonisation des pays d'Afrique. Donc ils sont bien embêtés parce que ça suffit pas. Ça suffit pas d'avoir une idéologie qui repose sur du symbolique. Et donc il faut absolument des vrais colonisés. Et ça va être les Palestiniens qui vont être les vrais colonisés. Et je répète, aussi bien pour une partie de l'intelligentsia israélienne que pour l'intelligentsia dans le monde. Pourquoi c'est important de savoir? Il faut comprendre. Quand quelqu'un travaille dans une université, d'abord, il est enseignant et il va aussi enseigner aux futurs profs qui vont enseigner aux futurs enfants, quels que soient les enfants, pas si intellectuels que ça. Donc c'est toute la génération qui est jointe. Et deuxièmement, quand on travaille dans une université comme historien ou sociologue, on doit écrire des articles, on doit écrire des livres qui sont édités. On ne peut pas écrire des choses qui sont le récit des sionistes, des premiers sionistes. Il faut que ce soit mécoubal, comme on dit, il faut que ce soit reçu par les autres universités. Il faut que le langage soit le même. L'Alia ne veut rien dire. L'amour de Sion ne veut rien dire. Si vous ne dites pas les mouvements migratoires, c'est même pas la peine d'écrire un livre ou un article. Mais si vous dites les mouvements migratoires, vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, personnellement, je ne suis pas un immigré. Je ne suis pas venu vivre dans ce pays en tant qu'immigré et en tant qu'essayer de me fondre et d'apprendre à mon fils. Tu sais, on t'a accueilli ici, comme Albert Cohen, on va faire un hôtel à Israël et tu vas venir peut-être, on va t'intégrer. Moi, quand je suis venu en Israël, je dis, moi j'ai autant de droits que Ben Gurion, moi. Je suis juif, mon père, mon grand-père, etc. Pour moi, c'est mon pays autant que... Donc, c'est une chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, ce phénomène d'alia, de retour. C'est pas un phénomène migratoire, c'est pas un phénomène d'immigration. Et on voit les choses complètement de façon fausse quand on les voit comme ça.
La dernière, alors ça c'est déjà un mouvement qui va faire 40 ans de dégâts. Et le dernier mouvement, c'est le mouvement wokiste. Et ce mouvement wokiste, pourquoi il est intéressant? Parce que ce mouvement wokiste ne veut rien dire. Ça veut dire réveillez-vous. Wok, ça veut dire wok, réveille-toi, réveillez-vous. Alors, pourquoi il faut se réveiller? Sur Terre, il y a des dominés et des dominants. Ah bon, ben ça va. Si c'est ça, alors je ne le savais pas, tiens, qu'il y a des dominés et des dominants. Je ne savais pas que depuis que je suis à l'école maternelle et primaire, dans la cour des récréations, il y a des bourreaux et des victimes. Je ne l'avais pas ressenti, ça, je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on m'apprend de plus? Non, ce n'est pas ça l'idéologie wokiste. L'idéologie wokiste, c'est la déconstruction et le postmodernisme. C'est, on peut être fier, c'est ce qu'on appelle la French School, l'école française. Les philosophes de mai 68 sont allés en Amérique, Derrida, Foucault et compagnie, et ont développé la French Theory, qui est la déconstruction. Qu'est-ce que c'est que la déconstruction? C'est une théorie qui repose sur un mot qui en cache un autre. Le mot qui est caché derrière déconstruction, c'est le mot construction. Jusqu'à présent, la civilisation occidentale, depuis Rabelais, on va dire, bon, le présocratisme, etc., je ne remonte pas aux philosophes grecs, mais disons, depuis la Renaissance, la civilisation occidentale est fondée sur la réalité des causes et des conséquences qui permettent de comprendre comment cette réalité évolue et la critique de cette réalité. Ce qu'on appelle le fameux esprit critique de Descartes, c'est la critique de la réalité. Que vient nous dire l'école française de la déconstruction? Il n'y a pas de réalité fondée sur les causes et les conséquences. Il y a une construction idéologique préétablie, et par les discours sur cette idéologie, par ces discours-là, on va pouvoir déconstruire cette construction idéologique. Parce que ce n'est pas une réalité réelle. Et pourquoi on va la déconstruire? Parce qu'on va pouvoir construire notre propre idéologie ou notre propre construction logique. Et ça arrange tout le monde. C'est-à-dire que tous les mouvements qui sont rejetés par le mainstream, c'est-à-dire par la masse, les mouvements féministes, les mouvements égalitaires, les mouvements racialistes, les mouvements de l'égalité noire, etc. aux États-Unis, tout ça, ils veulent faire tomber les châteaux forts de la pensée occidentale. Et cette idée qu'il n'y a pas de vraie réalité, que ce n'est qu'un mensonge, on nous a menti, on a construit une idéologie et on va la déconstruire par les discours, elle prend et elle marche jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait que LFI a tant de succès. Pourquoi LFI a tant de succès? Pourquoi vous avez des homosexuels qui sont avec les Palestiniens et avec les islamistes, alors qu'on coupe la tête aux homosexuels dans les pays islamiques? Parce que c'est pas vrai, ils se fichent de la réalité. Ce qui compte, c'est que leur propre discours, leur propre manière de voir le monde, soit cohabite avec l'autre manière de voir le monde, et ils s'imaginent que tout le monde va pouvoir avancer comme ça. Et donc ils ont trouvé le diable, en fait, le mal, et tout ce qui n'est pas le mal peut quoi. Pourquoi je dis que c'est important cette idéologie donc, de la déconstruction? C'est parce que l'Occident n'a plus aucune chance de s'en sortir face à cela. Pourquoi? Parce que la pensée orientale est justement fondée sur la non-croyance dans la réalité. C'est ça qui faisait la différence entre l'Orient et l'Occident. L'Occident croit dans la réalité, donc elle la critique. L'Orient ne croit pas dans la réalité, l'Orient croit dans les discours, dans le langage, dans la poésie. Je donne toujours l'exemple que donne Ephraim Herrera. Pendant tout le Moyen-Âge et même plus tard, il y avait des joutes oratoires entre des poètes et des imams pour voir si les sourates du Coran sont plus belles ou moins belles que la poésie. Et comme les sourates sont plus belles, le Coran est vrai. C'est tout. Ça nous paraît absurde, à nous qui avons été bercés de pensée occidentale, mais ça ne paraît pas absurde aux jeunes de l'Occident aujourd'hui, pour qui l'aspect de l'esthétique, l'aspect cet aspect-là
Et ils en ont autant confiance qu'en la réalité parce qu'ils n'ont pas confiance en la réalité, justement. Parce qu'ils pensent qu'on leur a toujours menti, que tout ça, ce ne sont que des constructions, ce sont que des idéologies, etc. Voilà. Donc, en gros, cette idéologie, elle est très importante à comprendre pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment entre l'Occident et l'islam. Pourquoi il y a une si grande, une si grande difficulté, ce qui paraît un étonnement, comment ça se fait dans les universités, comment ça se fait que tous les Occidentaux se laissent prendre par ça, parce qu'il y a eu ce travail qui a eu lieu. Sans compter l'argent, bien sûr. Hein. Quand vous avez le Qatar qui paye les chers universitaires, c'est sûr que tout cet élément, bien sûr, en fait partie. Et pour nous, il faut comprendre que nous, on doit connaître cette idéologie. Parce que cette idéologie, d'abord, elle est complètement étrangère à nous. Elle nous est complètement étrangère. Que ce soit l'aspect du complot, que ce soit l'aspect du colonialisme, etc., ou que ce soit l'aspect de ne pas croire dans la réalité, donc le wokisme, ça nous est complètement étranger. Et on doit trouver dans nos racines, puisqu'on est en train de vivre cette histoire depuis 1917, on doit trouver dans nos racines comment surmonter cette sorte de tsunami, cette sorte de marée qui veut nous emporter. Et on a un rôle. On a vraiment un rôle. Le rôle qu'on a, je dirais, moi, parce que je suis omnébride, d'être des mentors. C'est-à-dire d'être des gens qui ont connu la période où il y avait encore une pensée. Et on n'est pas des rabbins, donc on n'a pas la pensée des rabbins. Bon, les rabbins, eux, ils ont la pensée de la Torah, donc ils ont cette légitimité, etc. Mais on a une pensée occidentale, une pensée moderne, et on doit pouvoir, ne pas nous laisser entraîner par ce raz-de-marée et être une sorte de témoin. Voilà, je dirais ça, on parlait tout à l'heure de témoignage et de la transmission. On doit être de témoins que le palestinisme, les Palestiniens, ce sont des imposteurs. On a connu des imposteurs pendant 2000 ans, c'était les chrétiens. Ils ont voulu faire croire que c'était eux le vrai Israël. On a connu des imposteurs pendant 1400 ans, ce sont les musulmans qui veulent nous faire croire que c'est eux qui ont la vraie histoire et nous, on est des falsificateurs. Et maintenant, on a le monde entier qui est derrière ces Palestiniens qui sont des imposteurs. Donc nous, notre travail, c'est de nous renforcer pour savoir à quel point nous ne sommes pas des imposteurs. Parce que, et je terminerai là-dessus, savoir qui on est, ça n'est pas si évident que ça. Savoir ce que c'est que le peuple d'Israël, ce n'est pas si évident que ça. C'est pas si vous croyez qu'on sait déjà ce que c'est que le peuple d'Israël, c'est pas si évident. On a passé 1800 ans en exil, on est revenu depuis très peu de temps. Qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël? Qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'on est prophète? Est-ce qu'on a la prophétie? Est-ce que les textes sont vraiment les témoignages des prophéties? Quel est le projet? Vous voyez, il y a un tas de choses, de composantes dans notre identité que l'on doit travailler et que l'on doit... Voilà, je m'arrête là. Alors, on arrête là pour la question. Merci. Alors, merci au docteur Attia pour son très intéressant exposé, qui a été une excellente analyse sur la question palestinienne et l'idéologie islamiste. Alors, ceux qui ont des questions, ils se feront plaisir de vous répondre. La question répondre. que j'ai, c'est quelle est notre responsabilité dans tout cela? Parce que, à propos de Asmara, je suis né en Afrique du Nord, hein, et je suis de Casablanca, Amraïn. Voilà, si je peux exprimer la chose comme ça. Donc, mais chez nous, les choses étaient très très claires. Moi, j'ai passé mon bac au Maroc encore, et
les choses, quand vous dites on ne sait pas qui on est, alors peut-être qu'en France ou ailleurs on ne sait pas qui on est, mais enfin nous au Maroc, en tout cas en Afrique du Nord, on le savait. Quand je parle de responsabilité, par exemple au niveau de la Asbara, il y a cette sale mentalité qui vous dit ça ne sert à rien d'expliquer aux goïms, les goïms ne nous aiment pas et toutes ces choses-là. Quand vous parlez de communisme et de Karl Marx c'était un juif. Les capitalistes qui ont fait beaucoup d'argent aux États-Unis, c'était aussi ça. Ils ont fait un bidouille sur le grand-père du grand-père de ce grand communiste, dont le petit-fils du petit-fils en Europe, c'était Lénine, n'est-ce pas? Donc il avait aussi des origines juives. Et encore une fois, qu'est-ce que nous, je ne vais pas dire que nous sommes responsables de cette situation, on ne va pas changer le nom juif, mais enfin, comment appelle-t-on ça? C'est vrai que quand j'étais en 6e, mes copains de classe à Casablanca, ils disaient quand est-ce qu'il y aura la paix entre les Arabes et les Israéliens, n'est-ce pas? Quand ils arrêteront de leur parler en yiddish, n'est-ce pas? C'était comme ça qu'ils disaient, voilà. Donc, alors, quand même là-dedans, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Non, je reste au fur et à mesure. Hein. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais répondre à la première, après il y aura d'autres. Je reviens après sur l'aspect de Asbara externe et Asbara interne. Je vais revenir sur les deux choses. Asbara, ça veut dire explication, ou ça peut dire éducation, ce qu'on veut. Externe et interne, je reviendrai. Juste, je veux relever, à Casablanca, on savait ce que c'est qu'être juif. Non, à Casablanca, on ne pouvait pas savoir ce que c'est que le peuple juif. C'était impossible, parce qu'il n'y avait pas d'armée juive, il n'y avait pas de Mossad juive, il n'y avait pas de service secret, il n'y avait pas de planche à billets juive, il n'y avait pas de diplomatie juive. On ne pouvait pas savoir ce que c'est que le peuple juif. On savait ce que c'était qu'être un juif. Être un juif individuel, on savait. Mais qu'est-ce que le peuple juif? On a pu le savoir et encore, on a pu commencer à essayer de savoir qu'à partir de quand on a fait le pré-État et de 1948. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on ne pouvait pas savoir ce qu'était une souveraineté juive en terre de Canaan, en terre d'Israël. Donc quand je dis, c'est très important pour nous d'apprendre ce que c'est que le peuple d'Israël, c'est de ça dont je parle. C'est pas d'être un juif, c'est d'être ce peuple d'Israël, Ce n'est pas si évident. C'est-à-dire comment faire la guerre, être moral, trop moral ou pas assez moral. Est-ce que notre morale, c'est celle des chrétiens qui a été déteinte sur nous, où on doit prendre la morale du roi David, et est-ce qu'elle est encore à jour, etc. C'est des tas de choses comme ça que c'est à notre génération de travailler ça. Et c'est en train de se travailler. Attention, c'est pas que ça se fait pas, hein, c'est en train de se travailler. Donc ça, simplement pour dire, quand je parle de connaître notre identité, je parle de ça. Connaître de l'identité de peuple. Par exemple, quand il y a des gens qui disent « Je ne supporte pas qu'on mélange la religion et l'État ». Il y a une loi qui dit « Pas de religion et de l'État, c'est séparation de la religion et de l'État, c'est une loi de France. Hein, bon. Mais quand Dieu dit à Abraham « Va vers la terre que je t'indiquerai, tu vas devenir un grand peuple ». J'ai dit religion et État, mais je me suis trompé, je veux dire politique et religion. Quand Dieu dit à Abraham, tu vas devenir un grand peuple, si ça, c'est pas de la politique de devenir un grand peuple, c'est de la politique. Vous comprenez? Donc cette identité-là, on a besoin de la connaître. Je pense qu'on a un rôle important en tant que francophone d'Algérie, d'Afrique du Nord. Non, je me suis trompé. Parce que moi, j'ai l'Algérie, mais... d'Afrique du Nord, on va dire. Pourquoi? Parce que il y avait un enseignement du Zohar qui se faisait en Algérie, en Afrique du Nord, de façon naturelle, si vous voulez, c'était pas interdit, et que donc il y avait une compréhension que Dieu mène l'histoire, puisque le Zohar en parle beaucoup, comment Dieu mène l'histoire et comment il veut qu'on soit ses associés dans comment l'histoire se mène. Donc, on n'a pas ce cloisonnement que d'autres peuvent avoir. On n'a pas non plus le cloisonnement ashkénaze-séfarade, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements de jeunesse qui mélangeaient. Donc je pense que sur ce plan-là, le judaïsme d'Afrique du Nord et francophone en Israël peut amener une fenêtre un petit peu haute. Alors donc ça c'est ma réponse simplement par rapport à l'identité. Maintenant par rapport à la Hasbara. Oula. Pourquoi oula? Vous savez, il y a un mot qui s'appelle propagande. Propagande, c'est un mot qui vient de l'univers chrétien, ça veut dire propagation de la foi. C'était la congrégation de la propagation de la foi,
qui a fait un langage qui s'appelait la propagande. Et cette propagande était destinée aux juifs nouveaux convertis, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas au judaïsme en cachette. Donc c'est eux, les chrétiens, qui ont lancé cette propagande. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier ces propagations de la foi. Quand on parle de Hasbara, on parle de explication. On parle de logique, on parle d'enseignement, d'éducation. On est dans deux univers différents. Concernant la Hasbara, l'explication externe, il faut savoir si les gens qui sont en face de nous veulent écouter ou s'ils sont dans la foi. S'ils sont dans la foi, ils suivent leur propagande et nous, on n'a aucune chance par rapport à une explication. Une fois j'ai entendu, comment voulez-vous qu'un porte-parole de Tsahal en uniforme puisse se faire entendre? Il est en uniforme. Le fait qu'ils soient en uniforme, déjà, ils ne se fait pas entendre. Donc, ils ne veulent entendre, vous savez, cette fameuse ce qui s'est passé avec l'hôpital qui a été bombardé, et il y a une députée LFI qui a dit au Parlement, on s'en fiche de savoir qui l'a bombardé. Ça s'est passé là, il y avait des Israéliens, c'est les Israéliens. Pourquoi? Parce que c'est les Israéliens qui bombardent. On n'a pas besoin d'explications, de trucs. C'est pas qu'on n'a pas besoin, c'est qu'il y a un problème de... On veut entendre ou pas entendre. Et ça, on sait très bien dans le judaïsme, par la Haggadah de Pessah, que s'il n'y a pas la question, la réponse ne sert à rien. Si la question n'est pas aiguisée, il n'y a pas de réceptacle pour recevoir la réponse. C'est pour ça qu'on fait poser les questions aux enfants. Donc, je dirais que moi, la Hasbara, je pense que déjà c'est un combat déjà perdu. Deuxièmement, il y a une autre raison. S'il y a une haine contre Israël très forte, Dieu n'a jamais dit, nous a jamais promis qu'on serait aimé par le monde entier. C'est pas notre fonction d'être aimé par le monde entier. Bon, ça ne veut pas dire qu'on doit être haï, hein, mais c'est pas notre fonction d'être aimé. C'est lui qui doit être aimé. C'est sa justice, c'est ses valeurs qui doivent être aimées par le monde entier. Il ne faut pas mélanger les deux. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire cette haine du monde contre l'État d'Israël, ça ne veut pas dire obligatoirement, je ne sais pas comment le dire, alors je vais le dire d'une autre manière. Les nations ne nous reprochent pas de faire des guerres immorales. Parce qu'ils savent très bien, et ils l'ont théorisé, la guerre est immorale. Ils nous reprochent de faire croire qu'on fait une guerre morale. Ils nous reprochent que nous, on dit on fait une guerre morale. C'est ça qu'ils nous reprochent, pas qu'on fasse une guerre immorale. Parce qu'eux aussi, ils font des guerres immorales. On a comparé Mossoul, on a comparé tout ce qu'ont fait les Américains en Afghanistan et autres. C'était pire. Alors, on sait très bien mais que nous, on a la prétention de dire on fait une guerre morale, ils veulent pas. Mais c'est notre rôle de montrer où est la morale et comment on peut appliquer la morale. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme un médecin. Un médecin, il n'est pas là pour donner des médicaments pour soigner la douleur. Il est là pour guérir la maladie, et pas pour soigner la douleur. Si les peuples nous haïssent, c'est parce qu'ils sont en train de voir quelque chose qui les gêne. Cette chose qui les gêne, c'est une sorte de lumière dans l'obscurité qui les gêne, qui les dérange. Le but, c'est pas qu'ils arrêtent de nous embêter et qu'on leur dise c'est pas vrai, c'est une fausse lumière, on est tous comme vous, c'est du bidon, on est bon. Non, non. Le but, au final, finalement, c'est qu'ils arrivent, à force d'obscurité, à voir où est la lumière et à rejoindre cette lumière, sans se convertir, mais à rejoindre cette lumière. Donc, je dirais que cette Hasbara externe, non seulement c'est un combat très difficile, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut. Par contre, la Hasbara interne, et ça je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en tant qu'éducation, celle-là, elle est très importante. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit contaminé. Moi, je discute avec des gens depuis 2 ans, des intellectuels en France, juifs, bon, pas Finkielkraut, mais d'autres, pas aussi radicaux comme ça, qui depuis quelque temps appellent l'État d'Israël l'État sioniste. Vous vous rendez compte? L'État sioniste. Alors,
Moi j'ai dit, parce que c'est des Wetzel. J'ai dit non, c'est pas l'État sioniste, c'est l'État d'Israël. Alors cette personne me dit, mais c'est pas insultant pour moi. Je n'insulte pas, je respecte beaucoup le sionisme. C'est pas insultant. Je dis non, c'est pas insultant pour le sionisme, c'est insultant pour les Juifs. Moi, je ne suis pas membre d'un club venu faire une expérience marxiste. Je ne suis pas un sioniste, membre du club sioniste, faire cette expérience. Moi, je suis membre du peuple juif, venu vivre mon histoire ici. Appeler l'État d'Israël, après 2000 ans, l'appeler l'État sioniste, comme les autres appellent l'entité sioniste, c'est une insulte au peuple. C'est une insulte à tous ceux qui sont venus vivre ici, pas pour Max Nordau. Ils ne sont pas venus pour Max Nordau. Ils sont venus pour la Haggadah, ils sont venus pour vivre ce que leurs ancêtres et les différentes générations ont voulu. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair au niveau de la Hasbara. Oui. Première question. Le frérisme. Pour moi, ça reste un brouillard. Je ne sais pas comment ce mouvement, cette idéologie est née. Elle n'est pas née de n'importe quoi, de n'importe qui. Et comment le frérisme a pris une telle ampleur pour aujourd'hui avoir pénétré les milieux les plus influents, non seulement du monde arabe, mais même dans le monde occidental. C'est ma première question. Ma deuxième question a trait à votre livre, au livre qui a été édité et qui, à mon avis, doit être la base d'une nouvelle dialectique, parce que nous sommes démunis devant la dialectique de ceux qui ne nous veulent pas du tout. Et nous n'avons pas réussi à créer une dialectique à nous. Or, le communisme, le bolchevisme sont les maîtres du dialectisme, de la dialectique, et nous sommes très loin de pouvoir gérer cette discipline. Je ne vais pas répondre tout de suite à la deuxième, mais juste je vais vous dire quelque chose. Dans le judaïsme, on a du mal avec la dialectique, bien qu'on soit le pile-poule, etc. Mais il y a toujours il y a quelque chose dans la dialectique qui est de l'ordre de la bataille, et de vaincre et d'écraser l'autre. Et il y a quelque chose qui nous gêne au niveau de ça. Mais je vais y revenir après tout ça. Alors le frérisme, c'est tout à fait particulier. D'abord, le frérisme, dont je dis, est né d'un vide. En 1928, le vide de l'Empire ottoman qui n'est plus le fanion du djihad, qui n'est plus le fanion du djihad, et de cette explosion du Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale, l'explosion du Moyen-Orient. Donc tout ce qui... il y a une sorte de... comment dire... vous voyez des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, le petit roi de Jordanie est le personnage le plus important dans l'islam au niveau généalogique. C'est l'homme le plus proche du prophète Mohammed. Et son drapeau, qui est le fanion rouge, vous savez, le drapeau palestinien et jordanien, c'est les mêmes, ils ont le fanion rouge, et puis les trois dynasties islamiques. Et bien ce fanion rouge, c'est le fanion du prophète. C'était lui qui avait les lieux saints. Et dans les années 30, c'est Saoud qui l'a chassé. Donc, il y a ici une révolution qui s'est passée. Celui qui, sur le plan de la généalogie, était le plus proche du prophète, a été chassé. Il a voulu aller prendre la Syrie. Il y a eu un accord, vous savez, Saïs-Picot, qui lui a fait qu'on lui a donné cette Jordanie-là. Mais c'est pas n'importe qui, ce roi de Jordanie. Attention, sur le plan généalogique, c'est sur le plan de la généalogie musulmane, arabe, il est très haut placé. D'un autre côté, Saoud, c'est le tenant maintenant par les lieux saints de la plus pure, du niveau le plus élevé de... Bon. Donc il y a ce bouleversement dont il faut tenir compte. Maintenant, les frères musulmans, vous savez, Eliezer Cherki, qui est vous connaissez sûrement, qui est un juriste et qui connaît très bien l'islam et le Coran, a l'habitude de dire la chose suivante. Un arabe qui mange du porc, qui ne fait plus le ramadan, croit dans le djihad. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que disent les autres. Les autres disent, ben, il y a des Arabes qui respectent le ramadan, qui sont musulmans, puis les extrémistes, les intégristes, ils sont pour le djihad. Lui dit le contraire. Celui qui ne croit plus en rien,
il croit dans le djihad comme un juif croit encore à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les frères musulmans ont compris que le djihad est la base sur laquelle va reposer le minimum commun. J'étais aux EI, on avait un minimum commun. Le minimum commun islamique, c'est le djihad. La guerre sainte. La guerre sainte. Il faut comprendre pourquoi. S'ils n'ont plus le djihad, ils n'ont plus de raison d'être. Vous comprenez? Puisqu'ils ne sont pas nationalistes. Alors ils n'ont que la Oumma. Et la Oumma va arriver à un univers de paix avec le monde de la guerre et le monde de l'islam. Il va arriver à cet univers de paix. S'il n'y a pas cet univers de paix à la clé, il n'y a plus rien pour eux. C'est ce qu'on appelle le petit djihad. Vous savez, on appelle ça le petit djihad. Donc, les frères musulmans, ils partent sur une base qui est déjà acceptée, même si elle n'est pas énoncée par les sociétés musulmanes. Elle est acceptée, que le djihad, tout le monde le veut. Maintenant, comment elle va pénétrer? Elle va pénétrer, bon, c'est Hassan al-Banna, qui est un enseignant égyptien qui a commencé le frérisme, et elle va commencer justement comme les Lubavitch, les Havdil, c'est-à-dire, pour ressembler je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais du style, j'accepte tout le monde. Je ne suis pas un intégriste, je ne suis pas ce tenant les soufismes ou les chiites ou les ceci. Non, nous on est tout le monde, on est tout. On revient au Coran simplement. On revient au Coran. Et le Coran, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est pas va faire la guerre tout de suite, va faire le petit djihad, etc. C'est insidieux, mais cette colonne vertébrale a permis de pénétrer toute la société. Et les gens en avaient besoin. Pourquoi les gens en avaient besoin? Parce que si vous voulez, les sociétés musulmanes devenaient, l'Occident les mettait en danger. C'est-à-dire les sociétés musulmanes, la famille, toutes leurs valeurs étaient en danger et les jeunes, très vite, risquaient de devenir s'assimiler, etc. Donc il y avait ce besoin qui est né. Bien sûr, il y a toute une stratégie en Europe. Pourquoi aller commencer par la Belgique plutôt que la France, Bruxelles, etc. Donc il y a des stratégies, il y a des logiques. Hein. Ceci plutôt que cela. Bon, ils savent comment faire. Mais je pense que c'est ça qui fait. C'est ça qui a fait son succès. Et puis, ce qui a fait son succès, c'est qu'elle est rentrée en contact avec l'islamo-gauchisme. Et cet islamo-gauchisme a accepté comme un frère cet islam-là, et c'était raciste. Ouais, on a inventé l'islamophobie. C'est une loi en France, l'islamophobie. Bon, l'islamophobie, c'est bien gentil, parce qu'on a fait la judéophobie, on a parlé de la judéophobie, on a parlé de l'antisémitisme, etc. Ceux qui ont peur de l'islam, ils ont peur de l'islam parce que l'islam dit clairement qu'il veut conquérir le monde, c'est le djihad. Mais avoir peur de ça, c'est pas une maladie, c'est pas une phobie. La grande arnaque, c'est d'appeler phobie quelque chose qui n'est pas une maladie. Vous comprenez, moi j'ai la tigrophobie. Quand je rentre dans une cage avec 5 lions affamés, j'ai peur. Mais c'est pas une phobie. Au contraire, ce serait une maladie de ne pas avoir peur. Donc, si vous voulez, cette convergence avec l'islamo-gauchisme a fait que, finalement, il a pénétré et il était le bienvenu. Il était le bienvenu. Et aujourd'hui, les ouvrages de Florence Bergeau-Blaclair l'expliquent. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Son dernier livre, c'est sur le halal, c'est-à-dire la halalisation. Oui. Et la halalisation, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, les vacances, le comportement, c'est-à-dire il y a une sorte de charia qui va être... Et d'un autre côté, on a comme un vase communicant, il n'y a plus de fête de Noël, on l'appelle la fête de l'hiver, il n'y a plus de crèches et de sapins, il n'y a plus de ceci et de cela. Donc, ce que vit l'Occident, nous aussi on le vit ici. Parce que c'est une déjudaïsation d'Israël qui peut permettre une arabisation d'Israël. Et les choses se font des deux côtés. Donc, si on ne veut pas l'arabisation d'Israël, il faut qu'on lutte pour la non-déjudaïsation d'Israël.
Il faut qu'on lutte pour les deux. Et c'est pas raciste de ne pas vouloir l'arabisation d'Israël. Ça, c'est par rapport donc au frérisme et à sa... Maintenant, par rapport à la dialectique, et que ce livre puisse servir aussi comme une sorte de nouvelle dialectique. Non dans le sens qu'il ne peut pas être une dialectique autant efficace que la dialectique marxiste. Il ne pourra pas. Mais par contre, il y a des sortes des vérités, quoi. Des vérités, comme les discours, comme les textes, qu'il faut connaître et qu'il faut pouvoir opposer. Je vais vous donner un exemple sur un chapitre que j'ai travaillé moi-même parmi ces chapitres-là, c'est celui sur la famille arabe en Judée-Samarie et Gaza. Et je me suis servi de différentes choses, et notamment une psychanalyste arabe tunisienne qui s'appelle Sonia Zadig, qui habite en France et qui travaille avec les apostats, c'est-à-dire les musulmans qui veulent ne plus être qui veulent quitter l'islam, respecter des choses, mais devenir comme ça, ils ont un mal fou. Sur le plan mental, parce qu'ils sont sous une emprise, il y a la famille, la société et même leur cerveau qui fait qu'il y a cette emprise-là. Et elle étudie comment ça se passe, etc. Il y a des choses dans la famille musulmane et qui sont toujours actuelles en Judée-Samarie et Gaza. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas croire que la Judée-Samarie et Gaza, le schéma familial ne soit pas le schéma traditionnel arabe. Il est resté, il est toujours là. D'ailleurs, on parle des khamoulotes, des clans, etc. Quand on imagine la famille arabe, on dit c'est une famille patriarcale. Ok, on est d'accord là-dessus. C'est à moitié faux. C'est une famille patriarcale et une famille matriarcale. Voilà comment ça s'organise. Le clan, la famille au sens large, c'est-à-dire élargi, les parents, le père, les oncles, les cousins, les voisins, c'est patriarcal. Donc le clan, la famille élargie est patriarcale. Cette famille patriarcale c'est très pratique, parce que sur le plan du travail, par exemple, c'est une sorte de grande entreprise où tout se partage et tout le monde fait les choses, donc c'est super pratique. Sur le plan du terrorisme, c'est aussi pratique, parce que le clan, entre eux, ont leurs lois, et leurs lois de clandestinité, et leurs lois de... Vous savez, comme ces francs-maçons, là, quand on ne sait pas qui ils sont, quelles sont leurs lois, etc. Je blague, parce que le débris, c'est pas vraiment le franc-maçon. Mais c'est ça. Ça, c'est l'aspect patriarcal de la famille musulmane. Et ils sont ceux qui organisent ce qu'on appelle le petit djihad. Le petit djihad, c'est la conquête du monde par l'islam. Les Palestiniens, enfin les Juifs, les Arabes de Judée-Samarie et Gaza ont une chance que n'ont pas les autres, c'est qu'ils ont le djihad sur place. Ils ne sont pas obligés d'aller en Afghanistan. Sur place, ils peuvent conquérir Jérusalem. D'ailleurs, entre parenthèses, depuis 1920 jusqu'à 2023, le cri de guerre, ça a toujours été la mosquée Al-Aqsa est en danger. Donc le djihad, le petit djihad, il le faut. Il y a deux petits djihads. Il y a le petit djihad défensif et offensif. Le petit djihad offensif nécessite justement la Turquie, le califat, nécessite d'attaquer des pays qui n'ont jamais été attaqués. L'islam s'est arrêté à Venise, s'est arrêté à Vienne, mais on ne peut pas aller plus loin. Ça, c'est l'offensif. Le djihad défensif, c'est ce qui a déjà été conquis. Tout le monde peut décider de le reconquérir. Donc, Israël, ça a déjà été conquis, Jérusalem, ça a déjà été conquis. Ça, c'est le petit djihad. Maintenant, il existe un deuxième cercle dans la famille qui s'appelle le cercle matriarcal de l'un ou des mères. En général, il peut y avoir entre 1 et 4 mères, pas beaucoup plus. Le Coran même déconseille qu'il y ait plus que 4 mères. Chacune a son rôle. Et il y a toujours une mère un peu dominante. Le travail de cette mère, c'est le grand djihad. Vous savez, si vous discutez avec un arabe ou un pro-palestinien, il va vous dire « Oh non !» ou Yasser Arafat même. Le grand djihad, on est pour le grand djihad, les midot, le grand djihad. C'est quoi le grand djihad? C'est l'obtention du Gan Eden, c'est l'obtention du paradis. Le grand djihad. L'obtention du paradis a des règles. Il y a des règles. On ne peut pas avoir le paradis si on n'a pas les 5 lois principales qui sont le ramadan, la Mecque, l'aumône aux pauvres, etc. Enfin, il y en a 5, les prières par jour, etc. Mais ça ne suffit pas.
il faut rajouter plein de lois de recès, de bonté, de social, etc. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il est marqué en dernier ressort, c'est la miséricorde de Allah qui va décider si tu vas aller au paradis ou pas. Donc la mère musulmane éduque les petits enfants arabes dans l'obtention du paradis. Maintenant, il existe une notion qui s'appelle le shahid. Shahid, le témoin. Shahid veut dire témoin en arabe. Le témoin, c'est que si un arabe meurt en tuant des chrétiens ou des juifs, il va directement au paradis. Dès la première goutte de sang. Directement au paradis. Non seulement il va au paradis, mais il connaît sa place, il connaît le jugement futur, et on parle des 70 vierges, mais on ne parle pas des 70 membres de la famille, qui sont aussi promis. 70 membres de la famille vont pouvoir aller au paradis. Et ça, les Arabes, ils ne peuvent pas le faire en Libye ou en Syrie. Il y a plus de chrétiens, il n'y a plus de juifs. Mais ici, ils peuvent le faire. Donc, il faut comprendre, et il ne faut pas avoir peur, en se disant, mais quoi, il n'y a pas d'échappatoire. L'islam est une religion qui est nocive pour les juifs, qui est complètement nocive pour nous. On ne peut pas s'en sortir avec ça. On peut vivre avec des arabes individuellement. Mais l'islam en tant que tel, et en tant que djihad, que ce soit le petit djihad ou le grand djihad, on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut trouver un autre système, on ne peut pas. Voilà la dialectique. Claude, oui. il y a une question à poser, je pense. Oui. Très brièvement. J'ai été très intéressé, d'abord, on commence par le positif. J'ai été très intéressé par ce que tu venais de nous exposer. Alors bien sûr, il y a un négatif, il y a une chose que je ne comprends pas. Peut-être auriez-vous dit, votre titre aurait dû être le livre noir de l'islamisme, le livre noir de l'arabisme, parce qu'on n'a entendu parler que d'islam et d'arabe. Or, vous parlez du palestinisme, il y a une spécificité. Alors, cette spécificité, quelle est-elle? Parce que le discours, on sait bien que quand vous avez des groupes juifs américains de gauche qui sont pour les Palestiniens, on l'a entendu ces jours-ci, ils ne sont pas pour l'arabisme, ils ne sont pas pour l'islamisme. Ils pensent que le mouvement de Palestine est un mouvement populaire de libération nationale. Est-ce que dans votre livre, vous avez analysé cela? Alors en fait, le livre est l'application de cet islam-là. D'ailleurs, je vous dis, entre autres, l'idée du shahid, ici, les shahids d'ici sont des shahids comme il n'y en a aucun. C'est-à-dire ils font des cérémonies de mariage dans les enterrements. Donc il y a déjà des particularités. Mais ce que j'ai dit pour l'islam, on l'a appliqué ici. Pourquoi? Parce qu'on a étudié, dans une première partie, tous les textes de 1917 jusqu'à 2023, tous les textes qui disent ici qu'on veut faire un génocide des Juifs, c'est-à-dire qu'on veut éliminer complètement les Juifs. Tous les textes, phase par phase. Donc c'est appliqué sur ici. Deuxièmement, la deuxième partie du livre, c'est comment la société de Judée-Samarie et de Gaza est imprégnée par cette longue idéologie islamique, justement. Et notamment imprégnée, je vais vous donner un exemple. On dit que le Hamas, il a fait sa charte en 1987-88, mais le Hamas, dans les années 30, c'était déjà ce qui baignait les Arabes d'ici, puisque c'est les frères musulmans de Palestine. Les frères musulmans de Palestine, parce que les frères musulmans voulaient libérer Jérusalem tout de suite. Donc, si vous voulez, donc on montre comment la société arabe de Judée-Samarie et de Gaza est baignée par cela. Et dans une troisième partie, on essaie de faire une prise de conscience que cette intentionnalité et cette mise en œuvre dans la société, par l'éducation, etc., a provoqué ces 500 attentats qu'on a répertoriés, date par date, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre,
tous les attentats depuis 1968 jusqu'à 2023, avant le 7 octobre, on n'a pas inclus. Et donc, en fait, le livre, comme vous me dites, toute cette idéologie islamique, on voit ici son application. Et la dernière partie du livre, c'est une partie que j'ai voulu, au départ, je voulais que ce soit interactif, avec des pétitions, mais finalement, on l'a pas fait, c'était trop... mais c'est juste une partie de prise de conscience. C'est comment, au niveau juridique, Maître Rosenbaum et Maître Hulma se sont attelés à sa quatrième partie, comment, sur le plan juridique, bien qu'il y ait des lois qui pourraient nous protéger de ce génocide par étapes, de cet islamisme palestinien particulier, eh bien, dans les faits, dans les jurisprudences, et ils expliquent comment, ça n'est pas fait et où il y a du travail à faire. Donc voilà, en effet, mon exposé est un petit peu à côté, mais le livre revient là-dessus, c'est pour ça que ça s'appelle Palestine. Moi, je voudrais porter à l'attention aujourd'hui, par hasard, j'écoutais un développement de l'affaire Epstein. Alors, ce développement, c'est de l'antisémitisme à l'état pur maintenant. C'est-à-dire, il y a à peu près 3 millions de documents qui vont sortir. Une partie a déjà été publiée et décortiquée. Et tous les noms qui sont pour l'instant repris sont des juifs. Quels juifs? Les milliardaires, parce que c'est aussi un document anti-trumpiste. Hein. Et donc, je me suis dit, bien voilà, ça, c'est une nouvelle vague d'antisémitisme qui arrive par l'affaire Epstein, parce que tous les journaux dans le monde entier ne parlent que maintenant de l'affaire Epstein. Et on profite de cela pour citer donc aussi des personnalités juives américaines où on dit tel fait partie d'un consistoire, un autre fait partie des mouvements sionistes. Et vraiment, je me suis dit, mais on est en face d'un nouvel antisémitisme. Alors, quand on parlait de l'histoire du complot juif mondial, on était en exil. Donc on était tranquille en étant en exil, surtout que ça a été montré dans les années 1908, 9 ou 10, je ne sais plus, il y a des journalistes anglais qui ont montré que c'était un plan fait contre Napoléon III qui avait été recyclé. Bon, on a très vite vu que c'était un faux, donc là il n'y avait pas de problème. Mais surtout on était en exil. Donc cette histoire de complot juif, avec des juifs influents, etc., bon, ça a eu une écoute jusqu'à aujourd'hui, mais nous au moins on était tranquilles. Pourquoi on était tranquilles? Parce qu'il n'y a pas eu de protocole des sages de Sion, parce qu'il n'y a pas eu de complot juif. On n'a pas fait un complot juif. Parmi l'affaire d'Epstein, c'est une affaire terrible, parce que terrible dans le sens qu'il y a des répercussions, il connaissait tout le monde, il y a des millions, il y a tous les puissants, enfin des photos, des trucs, et puis il y a la pédophilie, donc il y a un aspect sordide absolument terrible. On n'est pas dans... Alors, d'abord, il n'y a pas que les juifs qui sont mentionnés, il y a beaucoup de juifs, mais il n'y a pas que des juifs. Mais je vais vous dire le complot qu'il y a derrière. Enfin, le complot. Si, il y a un complot. Non, la théorie du complot qu'il y a derrière, c'est pas que les juifs sont des pédophiles ou quoi que ce soit, ou veulent diriger le monde. Non. Le complot qu'il y a derrière, c'est que le Mossad a organisé ça. Voilà. C'est ça le complot qu'il y a derrière. Alors là, nous, on est bien embêtés. Pourquoi on est bien embêtés? On ne sait pas si le Mossad, on n'est pas du Mossad, on ne sait pas si le Mossad a organisé quoi que ce soit, quelle est sa part. On est bien content que le Mossad existe quand il y a des beepers qui sautent au Liban, ou quand, dans les 3 premières heures de la guerre contre l'Iran, il y a des bombes qui sautent de tous les côtés, et puis qu'il y a des infiltrés de tous les côtés. On est bien content que le Mossad soit capable de faire ça. Mais
les moyens qu'utilise le Mossad pour faire ceci ou pour cela, on ne les connaît pas. Et donc là, on se retrouve devant... bon, l'aspect éclaboussant, comme vous dites, c'est gênant, bon, ça c'est sûr. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'on est dans un aspect... comment dire, peut-être des choses vont sortir, on ne sait pas ce qui va sortir, mais toute cette théorie-là, c'est une théorie, c'est pas qu'on veut diriger le monde, moi, je vais vous dire un truc, j'ai vu des films d'action, et j'ai été étonné que dans les films d'action, vous savez, des films d'action, Bourne, ou je sais pas quoi, le type super machin, mais oh, c'est fou, mais comment, mais où tu es entraîné, bah Tel Aviv, hein. Mossad, Tel Aviv. Dans les films américains de Hollywood, si le super-héros, c'est pas un super-héros, c'est un ultra-super-héros, c'est sûr qu'il est passé par le Mossad et par Tel Aviv. Alors, on est très très content de ça, mais le retour du bâton ici, maintenant, c'est comment, quels moyens, qu'est-ce qu'il y a... Et c'est pour ça que moi je pense que, comment dire, c'est pour ça que j'ai l'intuition que plus les choses vont aller bien, plus elles vont aller mal d'un certain côté. C'est-à-dire, plus Israël va être fort, plus Israël va se défendre, moins Israël va disparaître. Ce qu'on essaie de faire. C'est notre enjeu, on essaye de faire ça. On est boycotté pour les armes, on fabrique nos armes. Vous savez, on a été boycotté pour les marchés des armes, mais les officiers du monde entier sont venus ici pour les acheter, les armes. Donc, plus Israël va être fort, plus le monde va être jaloux et va se poser des questions, il va vouloir nous détruire, Donc, je dis, c'est une sorte de balancier comme ça. Donc, d'une certaine manière, il faut pas qu'on joue le vilain petit, pas le pauvre petit canard qui est martyrisé par les autres. On est un État fort, et ça dépasse une certaine logique que 8 millions de Juifs soient un État si fort. Mais s'il est si fort, il y a des raisons. Parce qu'il y a toujours des aviateurs en l'air, parce que tous les jeunes, enfin pas tous font l'armée, mais disons une grande partie font l'armée, qu'après ils inventent des trucs, enfin il y a des tas de raisons qui font que c'est ça. Et l'aspect, si vous voulez, non angélique, voilà, l'aspect non angélique, l'aspect de salissure, l'aspect d'antisémitisme, l'aspect d'antisionisme, eh bien il y est. Et je pense qu'il faut d'une certaine manière le prendre pas seulement comme quelque chose qui est offensant, mais quelque chose qui est malheureusement, qui fait partie, moi je le dis souvent, quand on est un excellent joueur de football, eh ben on a tous les défenseurs qui sont autour de nous et qui veulent nous casser les jambes. Et c'est comme ça. Et si Israël veut réussir le projet de son histoire, il faut qu'il sache qu'il a en face de lui des gens qui ne veulent pas du bien, quoi. D'autres questions? Ça m'a beaucoup plu. Vous voulez poser une question, Ariel? Non, je voulais juste... Ce sera peut-être la dernière. Hein, pour les pays arabes, parce que j'ai grandi, enfin, en pays arabe, tout ça, on disait toujours que le livre le plus chéri chez les gens de la sécurité dans les pays arabes, c'était le Sefer à téléphone. Ils prenaient à l'époque où il y avait les livres de téléphone, dès qu'il y avait un nouveau livre qui était là, et hop, ils faisaient des cartes pour chaque personne. C'était comme ça, on savait qu'on était tous fichés. Voilà, j'ai appelé ça de ma mère, on était tous fichés à base de téléphone. Ah, celui-là est de quelle origine, qu'est-ce qu'il est devenu. Nous les juste pour la suite de nous éliminer. Et comme vous avez dit, il y a la mère du tirage, elle a perdu 3 de ses fils, et qui avait dit si j'en avais encore plus, oui, je vais donner. Oui, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Comme ça, c'est tout. Et d'ailleurs, quand la femme juive fait les tsahaloulim, elle fait les yo-yo, comme on dit. Ce n'est pas des yo-yo, c'est des yaria, approche que nous faisons avec le terroir, avec la chauffard. Quand la femme arabe fait des yo-yo, c'est pour la guerre. C'était pour envoyer les enfants au massacre, c'est pour enlever. C'est tout, c'est deux choses complètement différentes. Oui, bien sûr, c'est une culture. Quelle est ta question, pardon? Vous avez une question? Ah bon, très bien.
Ben, je crois qu'on a fait le tour, on a répondu à toutes les questions. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez acquérir le livre, vous pouvez aller près de ma femme et je vous le dédicace. Mais bien que je ne sois pas l'auteur de tous les chapitres, mais je suis le coordinateur, donc je vous le dédicace. Attendez, je voudrais juste rajouter quelque chose. Cette soirée a été enregistrée à Manestria et sera diffusée, et sera diffusée sur la chaîne YouTube de notre loge par notre cinéaste maison professionnelle David Sherman, que je remercie très sincèrement. Comme il est d'usage dans notre loge, nous vous invitons à vous retrouver autour de notre pot de l'amitié, ce qui me donne l'occasion de remercier nos sœurs qui l'ont aimablement préparé, et notamment Nicole qui s'est chargée de son organisation. Bravo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et espère vous voir très bientôt parmi nous. Excusez-moi, je suis l'administratif, je le sais.